Nombre de participants augmenté. Du coup, je pense qu'on va pouvoir y aller. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Encore une fois, pour ce nouveau webinaire Ninja One, le dernier webinaire Ninja One de l'année, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, on vous prépare de bonnes choses pour le début 2025. Alors aujourd'hui, on est rassemblés pour discuter un peu de la directive NIS 2 et à la préparation à la conformité. Je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing chez Ninja One. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par York, Product Marketing Manager chez Ninja One, alors qu'il va vous présenter un peu les grandes lignes de la directive, le contexte actuel dans lequel elle va arriver et comment Ninja One peut vous aider à atteindre cette conformité. Et avec nous également notre expert technique du jour, Raif, qui est Solution Engineer chez Ninja One. Donc, il va vous présenter plus en détail la plateforme de Ninja One, faire une petite démo un peu technique. Et du coup, bah voilà, comment vous montrer comment cette plateforme peut vous accompagner sur le chemin de la conformité. Alors, comme d'habitude, le chat est ouvert. On sera ravis d'entendre vos avis dans les commentaires. Mais si vous avez des questions, qu'elles soient techniques, ou tout type de questions, je vous encourage à utiliser le petit bouton Q&A de Zoom. Comme ça, nous, on va pouvoir voir toutes vos questions et en louper aucune qui pourrait se perdre dans le chat. Pour info, donc ce webinaire sera enregistré et publié sur YouTube dans les prochains jours. Euh, et enfin, avant de passer la parole à York pour débuter ce webinaire, je vous rappelle, comme à chaque fois, on est assez généreux pendant les webinars. Et encore une fois, aujourd'hui, on fera un tirage au sort à la toute fin du webinaire parmi toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, cette fois-ci, pour gagner un drone DJI. Donc, c'est important de rester jusqu'à la fin. Pour info, le principe est simple. On a une grande roue avec toutes les personnes qui sont inscrites. On tire au sort une personne. Si elle est dans le chat, la personne remporte le drone. Sinon, eh ben, on relance la roue. Donc voilà, moi, je vous dis, je vous retrouve à la fin du webinaire et je passe la parole à York. Commencez. Voilà, bonjour à tout le monde, de mon côté aussi. Bon, ça fait plaisir qu'il y a tellement de participants aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais discuter rapidement de l'agenda aujourd'hui. Comme Morgan a bien dit, aujourd'hui, on va parler de Nice 2, mais l'objectif n'est pas d'aller dans tous les détails techniques. C'est plutôt donner une vue générale de Nice 2, des informations principales, et aussi une vue du positionnement de Ninja là-dedans. Parce qu'évidemment, je pense que tous les participants ici comprennent très bien que voilà, il y a des participants qui sont concernés eux-mêmes par Nice 2. Il y a Ninja One qui est potentiellement concerné par Nice 2. Voilà, nous, évidemment, on se pose cette question beaucoup. Voilà, parce qu'on est un acteur dans ce marché. On est une solution de gestion de parc, évidemment. On fait partie de la chaîne d'approvisionnement ou supply chain, comme on dit en anglais. Voilà, ça pour l'introduction. Je voulais commencer par la première partie, juste parler de l'importance des fondamentaux, juste pour qu'on se rappelle d'où ça vient, c'est quoi l'objectif d'Ennis 2, pourquoi elle est là. Qui est concerné, voir rapidement les secteurs, les règles de responsabilité renforcées dans la troisième partie, discuter ces changements-là aussi qui sont très significatifs, certainement. Et après, voir la vision de Ninja One aussi, notre approche à la sécurité par couche, donc la sécurité des terminaux, et voir un petit peu où sont les limites de Ninja One, évidemment, dans ce sujet, et où Ninja One peut aussi aider dans la conformité à Nice 2. Voilà, donc on commence. Donc vous me pardonnez, je suis allemand, donc je vais utiliser des exemples allemands. Mais évidemment, Nice 2, c'est une manière de l'Union européenne pour renforcer la cybersécurité et pour renforcer la défense, pour mieux se défendre contre les attaques, contre l'infrastructure critique. Et en Allemagne, il y a quelques années, on a eu un cas qui a été médiatisé beaucoup. Et vous me pardonnez
le langage inapproprié, mais effectivement, ce- cette petite image, c'est ce que les administrateurs ou les utilisateurs de ces gouvernements régionaux en Allemagne, dans la région Anhalt-Bitterfeld, que personne ne connaît pas, voilà. Mais c'est ce qu'ils ont vu un jour en 2021. Et ce cas est intéressant aussi parce que cette équipe Haïti a été complètement bouleversée par cette expérience, surchargés, on peut dire. Ils arrivaient vite à la limite de leurs compétences, de leurs connaissances, et ils faisaient même appel à l'armée allemande. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est unique dans l'histoire pour l'instant. Même en Europe, je pense que qu'un organisme, une entité a fait appel à l'armée. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi avec ce cas, c'est que tout est public. Voilà, donc cet organisme, ce gouvernement régional a refusé de payer le rançon et voilà. Mais après, quand même, bah, toutes les failles aussi a été publiées plus ou moins et ils avaient des failles dans dans leur gestion de cybersécurité assez classique ou même très classique, je dirais. Par exemple. Donc c'est un organisme de l'État allemand. Voilà, donc ils utilisent des applications spécifiques qui sont peut-être pas des applications de niche qui sont pas très connues ou qui sont très spécifiques, dédiées. Et ils n'arrivaient pas à les mettre à jour régulièrement sans donner les droits admin à tous les utilisateurs finaux. Bon, voilà. Et ça, peut-être nous qui travaillons dans le secteur informatique, ça nous paraît fou, voilà, mais quand même, même récemment, j'ai parlé aussi à un cabinet d'avocats avec 150 employés et ils avaient la même situation. Donc, il y avait une application de niche, donc ils n'avaient pas de moyens de mettre à jour efficacement cette application, donc ils donnaient les droits d'admin. Bon, ça c'est pas optimal, comme on le sait tous, évidemment. Après, ils étaient une équipe de 16 personnes, euh, mais dans le département informatique, mais il y avait 31 comptes avec des droits d'admin domaine. Voilà, donc parce que les gens dans le département informatique avaient l'habitude, ils voulaient pas se loguer, ou se déloguer, se reconnecter, etc. Donc par confort, comme on dit, ils avaient l'habitude d'utiliser des droits d'admin domaine. Et évidemment, ça, c'est très mauvais d'un point de sécurité. Et évidemment, les attaquants ont bien exploité ce système, ce setup des systèmes informatiques. Et, et en plus, par exemple, ils faisaient des brute force dans le réseau et sur les serveurs, il n'y avait pas de détection des essais de connexion en échec. Donc, failed lock on attempt. Voilà. Donc, ils pouvaient bien, donc les attaquants pouvaient tranquillement faire des attaques brute force sans détection. Voilà. Et c'est des choses simples a priori, mais voilà. Donc, cette organisation ou ce gouvernement régional n'avait pas des mesures en place. Voilà. Il y avait aussi une faille de sécurité. Donc une vulnérabilité, Printing Nightmare, bon ça c'était connu aussi, je pense, les gens se rappellent peut-être. Et évidemment, le dommage était assez conséquent, de 2,5 millions d'euros à peu près. Et voilà. Un autre exemple, en Allemagne aussi, c'était un clinique. Je pense en France, je connais aussi des MSP qui sont vraiment concentrés sur ce segment de la santé. Et là, les attaquants avaient aussi exploité une vulnérabilité et même dans le processus après, parce qu'il y a eu des interruptions à cause des serveurs chiffrés, il y a même une femme qui est décédée. Voilà l'impact très grave que peut avoir ces attaques. Et après, il y a eu des rapports très récents de IBM et de Verizon sur les violations de données. Et les données de ces rapports récents en 2024 confirment encore une fois les vulnérabilités qu'on rencontre souvent. Donc là, notamment dans le domaine de patching,
60% des violations, donc on voit ça au milieu ici sur le slide, euh, ont été exploitées. Et par contre, il y avait des, des patchs déjà disponibles, mais les patchs n'ont pas été déployés à l'heure. Voilà. Et un autre résultat concernant, mais très important, c'est évidemment très souvent en termes de sécurité, on pense à l'être humain et à des attaques de phishing. Évidemment, ça joue un rôle important, mais par exemple, dans ce rapport, il confirme qu'il y a une augmentation très élevée où les attaquants exploitent des vulnérabilités et ça représente la méthode principale d'attaque. Voilà. Et, euh, et les organismes très critiques, évidemment, ont des difficultés aussi avec le patch management, souvent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être offline ou d'être hors service parce qu'il faut rebooter des serveurs ou des choses comme ça. Mais quand même, dans le rapport de Verizon, il trouvait aussi que après 55 jours en moyenne, les organisations n'avaient toujours pas mis à jour 50% des vulnérabilités. Voilà. Et évidemment, ça génère des coûts. Donc, il y a l'impact tragique à la limite où une personne qui ne peut pas avoir le traitement médical qu'il faut, voilà, ça c'est évidemment tragique, mais il y a aussi un coût et ce coût est élevé. Donc là, c'est en France, par exemple, c'était 4 millions, 17%, 17 voilà, millions. En Allemagne, c'est encore beaucoup plus élevé, en fait. L'Allemagne représente les coûts les deuxièmes plus élevés en Europe et les quatrièmes plus élevés au monde. Voilà, donc ça, évidemment, il faut vraiment... Et ça, c'est aussi mon hypothèse. On a bien vu l'exemple du gouvernement allemand régional, des failles de sécurité de base qui ont été exploitées, mais un impact très sérieux. Euh, et évidemment, l'hypothèse, c'est très simple, hein. Si vous voulez, le plus fort vous êtes dans les bases de la cybersécurité, le plus simple, ça deviendra d'être conforme à NIS 2 ou même en général à d'autres réglementations comme, ou standards comme ISO 27001. Voilà, ici on voit les secteurs et donc NIS 2, c'est rentré en vigueur en 2023, en janvier, et le nombre de secteurs s'est élargi énormément. Voilà, donc sur Nice 1, on avait 7 secteurs et sur Nice 2, maintenant, on a 18 secteurs différents, donc des secteurs hautement critiques et les autres secteurs critiques. Et ce qui est intéressant aussi, notamment pour une entreprise comme Ninja One, c'est les changements dans le secteur hautement critique parce qu'il y a les administrations publiques qui sont souvent nos clients à nous ou les clients à nos clients. Voilà. Et ça, c'est le deuxième changement, c'est les services TIC, c'est-à-dire les MSP, les fournisseurs de services gérés, qui sont aujourd'hui considérés hautement critiques dans cette régulation. Et évidemment, Ninja One, comme vous le savez tous, on va dire 50% de nos clients sont des MSP, justement. Donc évidemment, c'est un sujet qui est très important pour nous et pour nos clients également. Et aujourd'hui, il est estimé qu'il y a 180 000 sociétés au monde, en Europe, dans l'Union européenne, qui sont directement concernées par cette régulation NIS 2. Par contre, il y a toujours plein de points d'interrogation, même concernant nous. Mais par exemple, vous l'avez peut-être lu, mais chaque État membre de l'Union européenne devait passer une loi jusqu'à jusqu'au 17 octobre de cette année. Par contre, il y a eu juste 6 États membres qui l'ont vraiment fait et l'Allemagne et la France ne sont pas dedans.
Voilà, donc il y a toujours évidemment, il faudra attendre l'année prochaine hein, en France et en Allemagne pour étudier aussi les lois nationales qui mettent en place, qui transposent ces règles de Nice 2. Voilà. Donc ça, c'est aussi une, une question qui reste à clarifier. Et après, ça, ça c'est important aussi pour se positionner, pour comprendre les enjeux ou les seuils, pour mieux dire comme ça. Donc il y a les secteurs hautement critiques et les autres secteurs critiques, et il y a les seuils, donc les entités larges qui sont considérées essentielles, et les entités moyennes qui sont appelées importantes. Et par exemple, si nous prenons un MSP comme exemple, donc un MSP avec 200 employés ou plus, et considéré une organisation large et essentielle et critique aussi. Voilà, donc il faut avoir 250 employés, il faut avoir 50 millions de revenus total annuels et ou 43 millions sur le bilan annuel total. Et si le MSP est plus petit que ça, il est considéré une entité moyenne. Mais quand même, toutes les règles s'appliquent avec un peu moins de rigueur. Bon, donc là, on parle de soit de 50 employés ou plus, des millions de chiffres d'affaires par an et ou 10 millions sur le bilan annuel total. Voilà. Et une chose qui est évidemment intéressante ici, et ça on verra aussi l'année prochaine, les États membres de l'Union européenne sont censés de publier une liste détaillée sur les entités larges essentielles et les entités moyennes jusqu'au avril 17. Voilà, on verra si on va étudier notamment aussi la situation en France et en Allemagne, mais pour l'instant, cette liste n'existe pas ni en France ni en Allemagne. Voilà, mais lié à cette classification, il y a aussi les responsabilités et les sanctions qui se sont ou qui sont devenues beaucoup plus strictes maintenant, ou qui deviennent beaucoup plus strictes avec la passation maintenant dans ce système NIS 2. Et là, il y a plusieurs types de responsabilités, des responsabilités non monétaires, où par exemple l'ANSSI ou le BSI en Allemagne peut donner des ordres, des instructions sur la cybersécurité. Et il y a évidemment les amendes qui peuvent être très sérieuses. Donc là, par exemple, on parle de 10 millions, au moins 10 millions. Donc ça va dépendre de chaque loi nationale en France, en Allemagne et dans les autres États membres. Donc 10 millions au moins ou 2% du chiffre d'affaires annuel au niveau mondial. Et là, ce qui comptera, ça sera euh, bah, l'amende qui sera plus élevée entre ces deux approches. Voilà, donc ça peut devenir très très cher. Pour un MSP, imaginons un MSP avec 50 ou 250 employés, il y en a quand même pas mal. Ou quand on parle maintenant des entités importantes, donc il y a une amende de 7 millions ou bien 1,4% du chiffre d'affaires au niveau mondial. Voilà, donc il y en a quand même pas mal de MSP qui ont cette taille parmi nos clients et parmi bah, en France en général. Donc voilà, ça peut être très sérieux. Et après, il y a une troisième type de responsabilité, c'est évidemment même une responsabilité, comment on dit ça en français, criminelle. Voilà, donc Et là, quand je parle de responsabilité, ça concerne la direction de l'entreprise. Ça concerne donc la cybersécurité, si vous voulez, ça devient un enjeu stratégique ou d'une importance stratégique pour la direction. Donc, la direction ne peut pas se cacher derrière le DSI ou derrière voilà, le service informatique. Donc, ils sont vraiment impliqués directement et ils peuvent avoir des conséquences très sérieuses. Et maintenant, un slide sur les mesures de sécurité. Je ne vais pas les parcourir un par un, mais je pense que là, je voulais faire quelques commentaires aussi sur Ninja One.
Donc là, on voit les résultats d'un sondage qu'on a mené ensemble avec Morgan sur un autre webinaire il y a quelques semaines. Et le résultat était intéressant. Bon, ça, c'est pas étonnant à mon avis. Et on a demandé ce qui représente les plus grands défis. On a sélectionné trois options. Et là, tout en haut, vous voyez, c'est le risque dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà, c'est logique, hein. Donc, évidemment, ça, c'est une grande question. On est tous acteurs. On travaille avec des fournisseurs. On travaille avec des solutions comme Ninja One, par exemple, etc. Voilà. Mais ce qui est intéressant, et là, juste pour faire quelques commentaires, donc on en est bien conscient, hein, Ninja One, et c'est pour ça que nous avons pris une approche très proactive. Donc c'est pour ça évidemment, les standards de cybersécurité sont vraiment prioritaires dans la stratégie globale de Ninja One. C'est pour ça qu'on a passé SOC 2, donc la certification sur SOC 2 aux États-Unis. On a passé ISO 27001 en Europe, voilà, pour les clients européens. Et on est même conforme maintenant à NIS 2. Voilà, donc on est proactif sans savoir si on est vraiment régulé. Donc on ne sait pas. À mon avis, quand on regarde, euh, quand on regarde les secteurs et les sous-secteurs dans infrastructure digitale, je pense Ninja rendrait dans cette catégorie. En fait, les sous-secteurs ne représentent pas vraiment une société comme Ninja One, mais on verra au cas où on est préparé. Et si ça entre en force, donc les lois nationales, en France et en Allemagne, on est déjà préparé à cette situation. Euh, voilà. Bon, je vois des questions. Après, moi, j'ai du mal à répondre en parallèle, mais on verra ça après. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce graphique, c'est les autres réponses également. Après la supply chain, c'est les autres difficultés. Et c'est quand même des difficultés qui sont dans le domaine technique. Incident response, gestion des vulnérabilités, par exemple, ou gestion de la cyberhygiène basique, par exemple. Donc ça, c'est des sujets où les sociétés ont des soucis et des défis également. Voilà. Et nous, notre vision de la sécurité, évidemment, c'est cette approche par couche. Et c'est là aussi où on peut, évidemment, être un outil pratique et voilà, pour être conforme à NIS 2 ou à ISO, etc. Parce il faut avoir une bonne visibilité, il faut avoir un asset management. Voilà, il faut durcir donc les configurations des postes, etc. Il faut avoir un système efficace pour mettre à jour, justement, dans les exemples que je donnais au début, souvent, souvent vraiment, que ce soit l'accès initial ou même dans l'attaque un peu plus avancée, souvent des vulnérabilités sont exploitées. Et on a vu que là, le nombre augmente également. Et ensuite, la couche suivante, les applications de sécurité. Aujourd'hui, un antivirus classique n'est plus suffisant. Donc, il faut avoir des solutions supplémentaires, idéalement, pour avoir un bon incident response, etc. Après, il y a d'autres questions, évidemment, pour le business continuity, etc. Mais quand même, je pense, là, ce type d'outils comme Sentinel-1 ou CrowdStrike peuvent être très puissants dans le incident response. Et c'est finalement backup. Et ça, c'est justement ce qu'on veut réunir sur notre plateforme. Voilà, donc je pense les clients, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, mais les clients connaissent bien ce slide, mais là, on voit la gestion des terminaux. Donc, on peut regrouper sur Ninja Windows, Mac, Linux, Android, iOS et les équipements réseau. La gestion corrective, la gestion de déploiement de logiciels, la surveillance, par exemple, détecter des failed logon, des essais de connexion en échec, l'automatisation par script pour activer BitLocker, etc., ce genre de choses, accès à distance, sauvegarde et ITSM, donc pour s'interfacer peut-être avec ServiceNow, ce qui est possible maintenant avec Ninja ou interface avec des solutions EDR. Voilà.
Et une étude très récente de l'Agence cybersécurité de l'Union européenne, ANSSI, a, a donné des résultats intéressants aussi en termes d'investissement dans la cybersécurité. Donc déjà, les investissements augmentent. Les investissements dans la cybersécurité représentent 9% de tous les investissements dans l'IT et à une croissance de 27% de, d'investissement dans la cybersécurité de 2022 à 2023. Donc une croissance significative. Et ce qui est super intéressant là, et ça confirme mon hypothèse, c'est les domaines, donc les secteurs existants et les secteurs nouveaux NIS 2, ils investissent où leur argent? Ils mettent l'argent dans la sécurité de base, donc dans la maintenance et l'amélioration de la sécurité de base. Donc, c'est même pas des solutions technologiques, le AI super sophistiqué, non, c'est les fondamentaux. Et une chose évidemment qui est intéressant là-dedans, qui est intéressant aussi, c'est que quand même les sociétés qui ont été régulées par NIS 1 déjà ont une meilleure performance sur, sur les métriques gouvernance, gestion de cybersécurité, gestion des risques, gestion de la conformité en général. Et voilà les conclusions principales. Et après, on regardera un petit peu avec Raif dans la solution. Mais voilà, vraiment, il faut vraiment, je pense au début, il faut vraiment se concentrer sur les fondamentaux, patch management, visibilité sur les IT assets. Voilà, une bonne automatisation pour durcir les devices, etc. Et après, la conformité devient plus facile. Et par exemple, ceux qui ont déjà passé, par exemple, ISO 27001, selon le directeur de NISA, de NIS 2, ils ont déjà atteint 70% du requis de NIS 2. Voilà. Donc, c'est une chaîne logique. Les bases, ça sera plus beaucoup. Le mieux vous gérez les bases, le plus facile, ça sera d'être conforme à ISO, à NIS 2, etc. Et évidemment, il y a le supply chain risk. Partout, maintenant, ça devient plus important pour nous, Ninja One, pour vous comme fournisseur, etc., ou dans votre secteur. Donc, la conformité à ISO ou à des standards de cybersécurité devient juste plus important pour pouvoir prouver facilement euh, votre efficacité au niveau cybersécurité. Voilà, donc ça, c'est quelques conclusions pour l'instant. Et maintenant, je passe la parole à Raif pour, euh, pour regarder un petit peu dans Ninja One comment ça se présente dans notre solution et comment on peut quand même vous soutenir dans la gestion IT. Voilà. Merci et à toi, Raif. Ouais, bonjour. Merci York, merci pour l'introduction et les réflexions. Alors donc, je prends la parole. Est-ce que je peux partager mon écran, York? Oui, pardon. Attends, j'arrête le partage. Vas-y. Ouais. Alors, donc juste pour fortifier en fait ce que York a mentionné tout à l'heure, donc on va voir tout ça sur le plan pratique avec Ninja. Tac. Alors, non, je vais juste. Oh, tac. T, I. Voilà. Tac. Je viens. Voilà. Ok, donc. Euh, York, tu peux me confirmer que vous voyez Oui, mon écran? Ok, je parfait. vois bien ton écran, oui. Ok, parfait. Donc, comme je disais tout à l'heure, merci York en fait, pour l'introduction.
et tous ces chiffres en fait et tout ça. Donc, juste pour voir tout ça maintenant en fait avec NinjaOne, comment on peut implémenter ça. Donc, je vais partir avec la graphe que York nous a montré tout à l'heure, en fait, les différentes couches. Donc, je vais partir avec le noyau, cette couche-là, ce qui est la visibilité des endpoints. Et avec NinjaOne, bien sûr, ça, c'est en fait notre tableau de bord. Donc, ici, comme vous voyez, on a toutes les organisations. Bien sûr, les organisations, ils correspondent, que ce soit pour les clients qu'on gère, ça, c'est pour le cas d'un MSP, ou bien les différents départements qu'on a aussi, ça pour le cas d'un internal IT. Après, comme vous voyez ici, en fait, tout se remonte dans la dashboard. En fait, tout ce qui concerne les alertes, donc les conditions qui sont déclenchées, ou bien si on a des correctifs qui ont échoué, voilà, aux correctifs en attente. Ici, si on a des menaces, ça c'est par rapport aux antivirus, ou bien tout ce qui est en fait des tâches actives. Donc, si on a lancé un script, si on lançait quelque chose, donc on le voit tous en temps réel. Bien sûr, ici, on a des chiffres. Donc, par exemple, ici, je vois combien de serveurs que j'ai qui est down, OK, qui fonctionne plus. Ça, ce sont les menaces qui sont actives, bloquées, en quarantaine aussi. Et juste avec un simple clic, en fait, ça va me prendre ici, sur cette section-là, les appareils. Je vois en fait qui sont les appareils concernés. Après, bien sûr, ce que je peux faire avec ça, je peux que ce soit enregistrer ça en tant qu'un groupe, je peux appliquer d'autres filtres si ça m'intéresse de voir ou bien de remonter plus d'informations. Je peux ajouter d'autres colonnes ici. Pour moi, en fait, mis à part le fait que je sais que ces appareils-là, en fait, ils ont des menaces qui sont, ou bien ces appareils sont en quarantaine, quoi, parce qu'ils sont des menaces. Ça m'intéresse aussi de voir leur mémoire, à titre d'exemple. Donc, je peux bien sûr ici ajouter une colonne, mémoire. Je peux faire comme ça. Tac, enregistrer. Et voilà. Donc ici, j'aurai une nouvelle colonne. C'est quoi l'utilité? Bien sûr, je peux ici exporter en CSV et je peux analyser ça, que ce soit avec une autre logiciel, une autre solution, un autre logiciel en fait d'analyse, etc., etc. Donc, c'est ça en fait l'idée. Après, comme vous voyez ici, donc on a vulnérabilité. Il y a ce menu-là. Ça en fait, si je clique là-dessus. Samedi, en fait, ici, bien sûr, on est toujours en train de parler de visibilité, OK, sur tout notre parc informatique. Je vois toutes les vulnérabilités avec l'identifiant de CVE. Tac, tac. Bien sûr, ici, je peux changer. Par exemple, moi, ça m'intéresse voir seulement qui sont faibles, qui ont des sévérités élevées, etc., etc. Je peux cliquer là-dessus. Ça me donne un descriptif, les références, voilà, le score, etc. Et ainsi, donc je peux voir aussi les appareils. Donc, tac, je clique là-dessus. Ça me dit en fait qui est l'appareil concerné. Je peux voir ici en fait, il y a 5 vulnérabilités critiques, 79 vulnérabilités élevées, etc., etc. Donc ici, on est toujours en train de parler de visibilité. Qu'est-ce qu'on peut voir avec NinjaOne? Qu'est-ce qu'on peut centraliser? Surtout en termes d'information. Voilà, donc, mis à part ça, comme vous voyez, il y a aussi des mises à jour, voilà, que ce soit pour le système d'exploitation que pour les applications tierces parties. Ici, on voit les alertes, donc maintenant on parle de monitoring. Voilà, c'est ça en fait le point de Ninja One. On a 45 alertes, on a un appareil qui nécessite un redémarrage, etc., etc. Donc en fait, tout est centralisé. C'est ça le tableau de bord principal. Là, en fait, où on vient, le moment où on se connecte sur Ninja One. Donc, ça, c'est la première vue. On voit tout ce qui se passe le moment où on se connecte sur Ninja One. À part ça, on va sur Appareil. Je vais juste effacer ici les filtres appliqués. Donc, ici, on a déjà des groupes qui sont préétablis. Par exemple, je vois en fait les appareils, les devices qui ne sont pas protégés. Et qui ne sont pas protégés, en fait, on a défini ça avec les appareils qui n'ont pas un antivirus installé. Donc, tout simplement, c'est un groupe dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Ça veut dire qu'il y a déjà des propriétés qui sont associées à ça et que le groupe, en fait, se change en fonction de ces propriétés-là qu'on a assignées. Ça veut dire on a appliqué des filtres qui disent, euh, voilà, les appareils qui n'ont pas antivirus. OK? Aujourd'hui, je vois qu'il y a 15 résultats.
Le lendemain, si je vais ajouter une nouvelle appareil qui n'a pas l'antivirus, donc ici, j'aurai par exemple ces résultats. Donc ça change. C'est pour ça qu'on dit toujours on a la logique des groupes dynamiques. Euh, voilà. Donc, sinon, d'autres groupes, par exemple, en fait, moi, ça m'intéresse pour voir les PC qui nécessitent un redémarrage. Ok, je veux voir en fait par Windows Build, la version d'OS, voilà, qui ont BitLocker désactivé. Ça, c'est toujours en fait dans le cadre de la visibilité des endpoints, ou bien BitLocker enabled, s'il fait partie du domaine, etc., etc. OK? Donc, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le noyau en fait de ce graphe qu'on a vu tout à l'heure. Après, deuxième couche, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on a device hardening. Donc, comment on peut fortifier les devices? OK? Donc, ici, on a vu euh, le terme visibilité, comment, comment on peut garder une visibilité totale sur notre parc informatique. Maintenant, comment on peut fortifier notre parc, ok. Comment on peut interagir, comment on peut le gérer, etc. Donc, premier point, donc, ça sera en fait au niveau des stratégies. Donc, c'est vrai que tout est centralisé dans Ninja One. Donc, tout ce qu'on voit sur le tableau de bord, donc, il vient de la stratégie. Donc, les alertes, en fait, ce sont des conditions. Donc, on crée des conditions ici, on les ajoute, on les personnalise pour après pouvoir voir ou bien remonter des alertes, être notifié et même remédier ça. Donc, on n'est pas limité seulement au monitoring, mais seulement aux remédiations. Donc, ici, par exemple, on a quelques exemples qui sont préparés. Donc, ici, juste York, il a aussi mentionné en fait des trucs par rapport au BitLocker. Donc, ici, on a service. Donc, service BitLocker. OK? S'il est en panne, par exemple, pour nous, en fait, on veut toujours garder un œil sur l'état de BitLocker. Donc, pour moi, je veux toujours garder le service qui soit en cours. Donc, s'il est en panne, OK? Donc, ça, c'est la condition que j'ai créée. Je dis à Ninja, OK, ça, c'est ma condition. S'il te plaît, Ninja, notifie-moi aussi. Donc, ici, il y a deux possibilités. Que ce soit, je peux notifier tous les techniciens qui sont de Ninja One, ou bien si j'ai un certain canal de notification précis, pour moi, je veux seulement me notifier. Moi, je suis, je sais pas, le principal technicien. Et c'est moi qui désire avoir toujours cette notification. Donc, je peux par exemple ici créer un canal de notification, que ce soit à travers un lien web, par Slack, par email. OK? Que ce soit par exemple email pour support niveau 1, 3, etc. 2, ou bien par SMS tout simplement. OK? Je veux avoir la notification immédiatement par SMS sur mon appareil mobile. Je fais comme ça. Et ben voilà. Donc, jusqu'ici, donc moi j'ai dit à Ninja, OK, s'il te plaît, monitor ce service sur l'ensemble des machines qui font partie de ces stratégies. Ça veut dire qu'ils sont sous ces stratégies. Si sur une machine, au minimum, ce service il est en panne, donc euh, voilà, lance une alerte et aussi merci de me notifier. Et après, en fait, on peut même remédier ça. Remédier ça, comment? En exécutant un script. Donc ici, je peux ajouter des scripts, des automatisations qui se lancent le moment où j'ai déclenché, où cette condition a été déclenchée. Donc ici, par exemple, on a ajouté ce script. Donc on a un script natif pour redémarrer le service. Donc ici, excuse-moi, j'ai indiqué le service concerné. Après, on a deux actions, que ce soit je peux le redémarrer ou bien l'arrêter. OK? Bien sûr, ici, la condition, elle va monitorer si le service il est en panne. Donc, ça nous intéresse de mettre l'action pour le redémarrer. Donc, ici, je vais appliquer et pap. Donc, en fait, ici, Ninja, elle va faire tout le travail. Donc, aucune interaction de la part des techniciens est requise. Donc, Ninja, elle va détecter, elle va monitorer, détecter, vous notifier et aussi remédier ça. OK? Donc, bien sûr, il y a pas mal d'exemples. Ici, on a parlé des services. Bien sûr, on a par exemple ici l'état de l'antivirus. Donc, je peux ici créer une condition qui est toujours native pour me notifier si, par exemple, on a un antivirus manquant, antivirus désactivé, périmé, ou bien si on a plusieurs antivirus installés. Donc, vous voyez ici le niveau de granularité des conditions qu'on peut créer. On peut même ignorer l'antivirus Microsoft Defender si ça nous intéresse. Donc, si on veut
se concentrer seulement sur les antivirus tierce partie. Donc, il y a aussi la possibilité. Voilà, donc ici, j'indique aussi la durée détectée. J'applique, et pap, toujours même logique. Donc, je mets ici le canal de notification ou bien notifier tous les techniciens. Mis à part ça, je peux même créer un ticket. Ok. Donc, pas seulement une notification, mais je peux aussi voilà, faire le trigger pour créer un ticket. Voilà. Sinon, York, en fait, ici, il a parlé beaucoup de cet incident. En fait, ici, on a, par exemple, les tentatives. Si on voit, par exemple, plusieurs tentatives de connexion sur les postes, bien sûr, ça génère en fait une idée d'événement, idée Windows. Donc ici, on peut se baser sur les conditions natives. Donc on a une condition en utilisant les événements de Windows. Donc on met l'idée de l'événement, le nom de la source. Et après, par exemple, ici, on met si les événements déclenchent après 10 fois, donc 10 tentatives. Pour moi, c'est déjà critique. Donc j'applique et je veux me notifier, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux même ajouter une automatisation pour déconnecter l'utilisateur, par exemple. OK? Donc ici, avec l'automatisation, la remédiation, en fait, c'est flexible. Donc, on peut jouer avec les automatisations, on peut ajouter quoi que ce soit. OK. Voilà. Sinon, ici, on a une comme, voilà, compliance, voilà, fade login, on a parlé de ça. Voilà, CVSS, par exemple. On a toujours une autre condition. Donc, si le score il est supérieur ou égal à 8, je peux inclure les correctifs rejetés aussi. OK. Donc, j'applique ici, voilà, comme d'hab, les canaux de notification à travers lesquels moi je veux être notifié. OK. Voilà. Donc ici, surtout sur la partie euh, device hardening. Maintenant, on va parler un peu sur la partie gestion des correctifs. Ça, c'est aussi très important. Donc ici, la toute première chose, on va activer la gestion des correctifs. Donc ici, on l'a déjà activé. Après, on a mode contrôler. Ça veut dire que Ninja, elle va prendre la main. On va contrôler la gestion des correctifs pour l'ensemble des machines qui font partie, bien sûr, de cette stratégie-là. Après, on a option de redémarrage, analyse planifiée, mise à jour. Ces trois sections, moi, ce que je dirais toujours, ils sont interconnectés. Je vais laisser ça à la fin. Donc, ici, on a analyse et mise à jour. Donc, selon cette configuration-là, chaque jour, quotidiennement, on va lancer, en utilisant les API de Microsoft, une analyse pour voir en fait s'il y a des correctifs disponibles pour l'ensemble des machines. OK. Après, qu'est-ce qui va passer avec tout ce qu'on a trouvé ici? On va les installer ici. Donc, l'installation, elle se trouve ici. OK? Sur les mises à jour planifiées. Donc, on a hebdomadairement. Donc, c'est vrai qu'on analyse une fois par jour. On va les installer une fois par semaine, chaque mercredi par exemple. C'est pas limité à ça, comme vous voyez en fait. Donc, c'est personnalisable. Donc, je peux le mettre quotidiennement, mensuel, personnalisé ou bien en cas. OK. Voilà, ici, vous voyez, il y a aussi quelques paramétrages supplémentaires. Je peux lancer l'analyse immédiatement si j'ai raté ça. Ça veut dire si, par exemple, l'appareil a été atteint, donc on a skippé, disons, l'analyse. Donc, je veux quand même m'assurer que j'ai lancé l'analyse dès que les appareils ou bien l'appareil va être allumé de nouveau. Voilà, après on va installer tout ce qu'on a trouvé ici et après l'installation, bien évidemment, on va redémarrer l'appareil selon tout ce qu'on va configurer ici. On a deux types. Si l'utilisateur il est connecté, on a quatre options. On peut lui demander le redémarrage jusqu'à ce que le redémarrage soit confirmé. Je peux lui demander pour une durée de X heures ou bien X minutes, X jours. Je peux même forcer le redémarrage après X nombre de tentatives. Ici, on a même un dialogue à diffuser. Donc, je peux diffuser un dialogue sur l'écran des utilisateurs. Par exemple, ici, la barre, c'est votre département informatique, message, prière voilà, de sauvegarder votre travail, etc. Donc, des trucs comme ça. Voilà. Sinon, s'il n'est pas connecté, on a trois options seulement. On peut redémarrer immédiatement, essayer ou bien ne rien faire. Après ça, on a les exécutions. On a avant et après installation des mises à jour. Simple exemple ici, par exemple, je peux arrêter un certain service avant l'installation des correctifs et le redémarrer après l'installation des correctifs. OK? Bien sûr, ça pourrait être n'importe quel autre cas d'usage. Donc on refaire toujours en fait vers la librairie, tout ce qu'on a.
donc peu importe. Après, on a ici les approbations. On a trois types d'approbations. On a les approbations de mise à jour de sécurité, les approbations généraux, selon ces catégories-là, ou bien les approbations avancées. Pour les approbations avancées, on a deux types. Que ce soit pour les pilotes, donc ici on parle des mises à jour pour les pilotes informatiques, bien sûr, s'ils sont disponibles avec Microsoft, ou bien les mises à jour des fonctionnalités. Fonctionnalités ici, on parle d'upgrade. Ça veut dire, si moi j'ai une flotte de machines qui opèrent sur Windows 10 et que je souhaite les avoir sur Windows 11, donc je peux tout simplement ici activer ça et mettre ici par exemple les approbations. Si ça m'intéresse pas, tout simplement, je peux désactiver ça. OK? Voilà. Après, je sais pas si vous avez noté ça. Il y a approuvé, manuel, rejeté, etc., etc. À quoi ça sert ça? Je vais juste tout simplement ouvrir un nouvel onglet. Je vais prendre quelques pas à l'arrière. Donc, imaginons que demain, maintenant je vais juste prendre un simple exemple. Imaginons que demain, à 8 heures, on a lancé l'analyse, ok, selon ce qu'on a configuré ici. Et imaginons que Ninja, en fait, a trouvé une mise à jour de sécurité qui est critique, ok, sous la catégorie critique. Donc, elle va voir qu'est-ce que vous avez mis. Vous avez mis approuvé. Ok, approuvé. Donc, elle va vous les mettre ici. Correctif de système d'exploitation. Ça, moi, je suis au niveau global. Donc, ici, je vais prendre l'occasion aussi de faire le rapport avec le noyau du graphe, donc la visibilité. Donc, je peux voir tous les correctifs qui sont approuvés. Bien sûr, approuvés selon les configurations de la stratégie. OK? Qu'est-ce qui va passer avec ces correctifs qui sont approuvés en automatique? Ils vont s'installer selon ce calendrier-là, le mercredi à 1 heure. OK? Et éventuellement, on va redémarrer les machines selon ce qu'on a configuré ici. Après l'installation, on va les trouver ici, sous-installés, OK? Ou bien sous-échoués si pour n'importe quelle raison, il y aura des échecs ou bien des problèmes. Maintenant, par contre, si demain à 8 heures, Ninja a lancé l'analyse, mais on a trouvé une mise à jour de sécurité qui est modérée. OK, elle va voir, vous avez mis manuel. OK, donc elle va vous les mettre sous en attente. Donc ici, on va voir toute une liste des correctifs qui sont en attente. Qu'est-ce qu'il va passer avec ces correctifs? Ils ne vont pas s'installer le mercredi à 1 heure. Pourquoi? Bien évidemment, parce que nous, en fait, on a choisi de les approuver manuellement. Donc, on va les voir quand même, on va les analyser, on va les trouver et on va les voir, mais on va pas les installer. OK? Donc, c'est à vous d'avoir l'autorité pour décider quoi installer et quoi pas. OK? Donc, ils vont rester ici. C'est à vous d'aller ici, que ce soit sélectionner une par une ou bien sélection multiple, les approuver ou bien rejeter. Bien sûr, si on les approuve avant ce calendrier-là, ils vont s'installer quand même selon ce calendrier-là. Si après, bien sûr, on va attendre le prochain calendrier. Même logique pour rejeter. OK, donc demain à 8 heures, on a trouvé une mise à jour de sécurité faible, rejeté, donc déjà, elle va les mettre ici sous rejeté. Ici, on va voir en fait des patchs qui sont rejetés. Quand même, si vous allez décider autrement, vous allez quand même la possibilité de les approuver. OK? Voilà, donc ça, en ce qui concerne les correctifs de Windows. Pour les correctifs, maintenant, voilà, je passe à la couche suivante, qui est sécurité des applications. Donc ici, on parle des correctifs pour les applications tierces parties. C'est la même logique qu'on voyait ici. Donc c'est tout est uni, même UI. On veut toujours garder en fait la facilité d'usage pour les utilisateurs. C'est pour ça en fait, ce n'est pas différent. Donc, même logique, on l'active. On a ici les options de redémarrage, l'analyse et la mise à jour. Bien sûr, ici, on fait nos analyses et et on installe tout ce qu'on a trouvé durant l'analyse. La seule différence ici, c'est que le logiciel, voilà, donc ici, je clique là-dessus et c'est à vous d'ajouter ici les logiciels à patcher, les logiciels à corriger. OK? Pourquoi? C'est logique. Attendez, juste un moment. Voilà, donc normalement je vais juste prendre un certain logiciel ici, donc c'est déjà ajouté. Donc on doit ajouter les logiciels pour être corrigé. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, les approbations, ils se font au niveau des applications. Donc c'est ici où on indique le niveau en fait d'approbation des logiciels. Plus que ça, on a même une fonctionnalité pour pouvoir installer l'application s'il n'est pas présente. OK? Voilà. Sinon, maintenant,
Voilà, on passe, on n'a pas beaucoup de temps restant. Voilà, donc dernière couche, backup. Ici, on parle de sauvegarde. Donc sur la partie sauvegarde, c'est aussi très critique pour pouvoir sauvegarder nos données. Donc avec Ninja, bien sûr, tout est fait au niveau de la stratégie. Comme je disais tout à l'heure, tout est centralisé. Donc ici, on a trois types de sauvegarde, que ce soit sauvegarde vers le cloud, sauvegarde en local seulement ou bien hybride. Ça veut dire vers le cloud et aussi vers local. Donc ici, euh, pour l'image, que ce soit image ou bien fichier dossier, OK? Donc pour la sauvegarde d'image, donc ici, bien sûr, vers le cloud. Après, j'ai mon calendrier. J'ai ici le plan de conservation. Tout est granulaire, comme vous voyez, les exclusions, l'option d'alimentation et les automatisations avant et après le plan. OK? Après ça, après avoir défini le plan, on va trouver tout ça ici. Donc, déjà, sauvegarde, vue d'ensemble. Ici, on relie tout ça avec la visibilité. On voit toutes nos sauvegardes, en fait, par rapport aux différentes organisations. Combien on a sauvegardé en local, en cloud, combien de postes de travail, combien de serveurs, en cours d'exécution, les tâches voilà, les tâches qui ont été déjà faites, succès, avertissement, échoué en cours. Voilà. Après, tout simplement, historique, ici, je vois toujours par rapport aux visibilités. OK? Tout dernier point. Donc, c'est vrai qu'avec Ninja, on peut faire la sauvegarde, mais on n'est pas seulement limité aux sauvegardes, on peut même faire des restaurations. Donc, tout ce qu'on a sauvegardé, on peut le restaurer, que ce soit vers une machine physique ou bien une machine virtuelle, en générant ISO. Voilà. Donc, c'est ça de ma part. York, si tu veux, Oui, ou bien Morgan. Voilà. oui, je voudrais là, en fait, la question est venue à plusieurs reprises par rapport aux vulnérabilités et c'est très logique aussi. Voilà, donc nous, on a cette fonction, on l'appelle Vulnerability Importer. Donc pour l'instant, c'est la possibilité d'importer les vulnérabilités de Qualys, de Windows Defender P2 par exemple, de Rapid 7, oui, et ce genre de solution. C'est pas encore activé par défaut. Ça sera, en fait, ça passe en public, en grand public, mi-décembre avec la version de Ninja 7.0. Si vous êtes très curieux de cette fonction, vous pouvez aussi demander à votre gestionnaire de compte, de l'activer. C'est possible déjà, contactez-le aujourd'hui ou là, et ça, c'est possible, évidemment. Voilà. Et donc pour l'instant, c'est pas encore complètement automatisé, mais je pense que vous comprenez bien, nous, on est bien conscient de l'importance de ce sujet, donc on va continuer à développer cette intégration pour qu'elle soit complètement automatisée, et on va même améliorer nos fonctions aussi, et on va dans la direction de devenir nous-mêmes presque un scanner de vulnérabilité dans les mois et dans les 2 ans qui viennent. Donc là, notamment, une fonction que j'aime beaucoup euh, l'année prochaine, mois d'avril à peu près, il y aura un script natif dans Ninja. Donc vous pouvez mettre une alerte dans la condition, dans la stratégie. Par exemple, si la vulnérabilité a un score CVSS de 9 ou plus, Ninja lance automatiquement ce script pour déployer la vulnérabilité, le patch direct. Voilà, comme ça, vous avez la rapidité nécessaire pour réagir très, très vite. Donc ça, je suis super content de cette fonction. Et on va aussi ajouter les CVSS Core et les CVE pour les applications tierces. Donc ça, c'est aussi des super bonnes nouvelles pour ceux qui utilisent Ninja. Mais évidemment, voilà, il y a cette fonction aussi si vous avez Qualys ou voilà ou Windows Defender ou l'EDR de Windows. C'est possible de les importer dans Ninja pour l'instant. Voilà. Et j'ai aussi, donc tout le monde l'a vu, j'ai posté un lien, donc le Trust page de Ninja.
Donc, si vous avez des questions donc, par rapport à votre supply chain, voilà. Donc là, nos collègues ont fait un bon travail à résumer un petit peu les informations clés par rapport à notre certification, etc. Et voilà. Donc, mettez une marque sur votre navigateur. Et oui, avec Gravity Zone, c'est possible aussi de les importer. C'est bien ça, Raif? Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc en fait, ouais, n'importe quelle solution EDR qui génère un fichier CSV qui a les CVE. Donc voilà, on peut l'importer. ouais, Donc ouais, pour le moment, comme York a dit, donc c'est un process manuel, mais c'est seulement pour l'instant. ouais, Dans les bien dans les prochaines étapes, on va ajouter une API pour automatiser l'import des fichiers CVS. Voilà. ouais. Et une réflexion à Fabien qui a bien écouté et qui a fait une remarque intelligente, je trouve. Donc oui, effectivement, les cliniques universitaires de Düsseldorf, c'était une faille sur un client VPN, effectivement. Donc dans la discussion, Ninja ne fait pas de firmware update automatisé. Par contre, donc là, tu peux m'aider peut-être, Raif. Je sais que dans notre communauté, évidemment, il y a des scripts PowerShell pour monitorer si la fonction auto-update est bien activée dans des pare-feux, par exemple. T'en sais plus, Ouais, Raif? ouais. Alors, ouais, je pense que j'avais déjà des questions pareilles. En fait, tout simplement, bien sûr, on peut monitorer les appareils de réseau. Et à part ça, on peut monitorer des OID, donc des identifiants en fait. Si par exemple vous avez l'OID par rapport à la version de firmware ou bien la version générale en fait de cet appareil-là, on peut la monitorer. Ok, donc on peut ajouter l'OID de NinjaOne et on peut créer une condition qui dit par exemple si cet OID ne remonte pas par exemple la version 5.0, je dis n'importe quoi, donc merci de me notifier. Donc comme ça, Ouais, on peut par exemple voilà, monitorer l'état. ouais, ouais, exactement, exactement. Donc là, je sais que j'ai déjà vu des partenaires qui l'ont fait. Oui, idéalement, ça serait complètement graphique et automatisé, mais voilà, on peut quand même le monitorer dans Ninja. Et par rapport au déploiement des clients VPN, Fortinet, Citrix et tout ça, la fonction de déploiement logiciel de Ninja peut être très pratique aussi avec le Bien fichier sûr, de configuration, avec le certificat et tout ça. Donc, j'ai déjà vu des partenaires aussi, et voilà, donc là, c'est une fonction pratique. Mais voilà, on arrive à la fin, je pense, Morgan. Tu fais tourner la roue, donc soyez patient. Il y a quand même un prix intéressant. Donc restez avec nous encore 2 Ouais, en minutes. effet, je vois il y a encore beaucoup de monde connecté. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde intéressé. Alors, je vais partager mon écran. Hop là. Avec la roue. Je vous laisse me confirmer que vous la voyez bien. Alors, comme je disais au début, le principe est simple. J'ai tous les noms des personnes inscrites à ce webinaire, qu'elles soient présentes ou non, dans cette roue. Donc, on va la faire tourner jusqu'à que quelqu'un présent soit là. C'est parti pour le premier lancé. Donc, on va faire en sorte que ça arrive avant la fin du mois. On va se dépêcher de préparer les cadeaux du Père Noël. Alors, la Cadeau Noël. personne qui gagne est Antoine Renier. Est-ce que Antoine est avec nous? On va Alors, voir dans je le chat. pense que oui. Ah oui, il est là. Ah Ok. oui, il a confirmé. Parfait. On a Eh un ben, gagnant. félicitations Antoine, on n'aura eu qu'un seul lancé aujourd'hui. Comme je disais, je vais revenir vers vous par email pour avoir votre adresse et prévoir cet envoi avant la fin du mois. Voilà. Faire des euros sous le sapin. Voilà, ainsi s'achève ce webinaire, ce dernier webinaire de l'année. Merci beaucoup York, merci beaucoup Raif. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vu que vous étiez nombreux aussi à nous demander le replay. En effet, il sera publié sur YouTube et on va pouvoir vous l'envoyer par email aussi dans les prochains jours. Pour
pour continuer, comme le York le disait, ce sujet Nice 2 n'est pas encore terminé, que ce soit légalement ou pour nous toutes et tous. Ah, Donc, dernière remarque, en mm, fait, j'ai oublié. J'ai discuté avec un partenaire de Ninja hier, justement. Il a plus de 250 employés, etc. Donc, il tombe bien dans la catégorie et on va voir avec Morgan de planifier un autre webinaire l'année prochaine pour avoir aussi quelqu'un du monde réel qui va raconter un petit peu comment il se prépare. Voilà, ouais, voilà. juste. Je voulais pas spoiler tout le monde, mais en effet, on devrait prévoir dans les prochains mois un nouveau webinaire sur le sujet. Tellement c'est important. Et ce sera important aussi sur début 2025. Oui, Moi, bien, je vous souhaite un très bon après-midi, très bon appétit à tous même, hein. Vu qu'il est midi, bon appétit à toutes et tous et on se retrouve du coup l'année prochaine pour d'autres webinaires et ailleurs d'ici là. oui. Bonne Bonne journée, fête. au revoir. Merci. Au revoir. Bonne Ciao. journée.